Bonjour tout le monde, on va voir ensemble aujourd'hui un cours intitulé Traumatisme crânien dans le cadre de l'enseignement du module des urgences médico-chirurgicales pour 6e année médecine. Les objectifs pédagogiques de ce cours sont les suivants: définir un traumatisme crânio-cérébral, connaître les signes cliniques et radiologiques des différentes lésions neurochirurgicales post-traumatiques, identifier les situations d'urgence, planifier leur prise en charge, connaître les principales complications tardives et les séquelles d'un traumatisme crânien. Il s'agit de l'une des affections les plus fréquentes du système nerveux central. Le pronostic dépend de la rapidité et de la qualité de la prise en charge. La mortalité reste lourde, mais elle a diminué du fait de l'amélioration des techniques neurochirurgicales et de réanimation, ainsi des progrès réalisés dans le ramassage et le transport des blessés. Les séquelles sont fréquentes et posent un problème de réinsertion socio-professionnelle et familiale. Qu'est-ce que c'est un traumatisme crânien? Est considéré comme un traumatisme crânio-cérébral tout blessé qui, à la suite d'une agression physique directe ou indirecte, présente des troubles de la conscience, soit transitoires ou permanents, et ou une fracture du crâne, et ou des signes neurologiques diffus ou localisés d'apparition immédiate ou retardée. Quelques données épidémiologiques. Bien sûr, c'est une affection qui est fréquente du système nerveux central, avec une fréquence qui varie entre 1,5 à 6%, touche particulièrement les sujets jeunes. La moitié des traumatisés crâniens ont un âge qui varie entre 15 et 30 ans et elle touche beaucoup plus les hommes, c'est-à-dire il y a une prédominance masculine. Les étiologies sont multiples. En première position, on a les accidents de la voie publique et les accidents de la circulation. En deuxième position, les chutes. On a les chutes accidentelles, criminelles ou suicidaires. Troisième position, les accidents du sport, les accidents par exemple du ski. Et en quatrième position, les agressions. On note les plaies par arme à feu, les plaies par arme blanche, etc. Pour bien comprendre les différentes lésions anatomopathologiques de cette affection, ainsi que la physiopathologie et la sémiologie, il faut passer par un petit rappel anatomique. Le crâne qui est une boîte osseuse fermée, constituée d'une voûte et d'une base. La voûte qui est concave à l'intérieur, constituée par l'os frontal en avant, les deux pariétaux, les deux temporaux de part et d'autre, et en arrière, l'os occipital. Elle est concave, lisse à l'intérieur, et chaque os est constitué d'une table interne en rapport avec l'endocrâne, une table externe, et entre les deux, il y a l'os spongieux qui est richement vascularisé. La base du crâne, constituée d'avant en arrière de 3 étages. L'étage antérieur constitué par l'os ethmoïdal, l'étage moyen par l'os sphénoïdal et l'étage postérieur par l'os occipital. La particularité de cette base par rapport à la voûte, qu'elle n'est pas lisse à l'intérieur, on note la présence de plusieurs reliefs osseux ainsi que la présence de plusieurs orifices par où passent des éléments vasculaires, par exemple la carotide interne, et des éléments nerveux tels le névrax et les nerfs crâniens. La présence de ces orifices rend cette structure anatomique plus fragile par rapport à la base. À l'intérieur de la boîte crânienne se trouve le système nerveux central, constitué par les deux hémisphères cérébraux en avant, en sus-tentoriel. En sous-tentoriel, il y a le cervelet. Sur la ligne médiane, on a le tronc cérébral. Ce système nerveux central est entouré par des enveloppes, ce qu'on appelle les méninges. De l'extérieur vers l'intérieur, on a la durmère, l'arachnoïde et la pinnaire. Ces différentes enveloppes délimitent entre elles des espaces. On a l'espace extradural entre l'os et la durmère, c'est un espace virtuel. L'espace sous-dural entre la durmère et l'arachnoïde, là aussi c'est un espace virtuel. Et l'espace sous-arachnoïdien, là où circule le liquide céphalorachidien qui assure un rôle nutritif, protecteur pour le système nerveux central.
Passons au chapitre suivant, la pathogénie des lésions cérébrales. On distingue des lésions cérébrales primaires, on distingue des lésions primaires qui sont en rapport avec le traumatisme lui-même et des lésions secondaires qui peuvent se développer dans les heures suivantes et aggravent le pronostic. Les lésions primaires, on a des lésions directes et des lésions indirectes. Les lésions directes sont en rapport avec l'impact du crâne avec l'agent traumatisant et des lésions indirectes liées à un déplacement rapide de la tête secondaire à des mouvements d'accélération ou de rotation. Pour ces lésions indirectes, on a des lésions focales et des lésions diffuses. Les lésions focales ou lobaires dues à l'impact des hémisphères cérébraux sur les reliefs internes du crâne. Ces lésions prédominent au niveau du pôle antérieur, des lobes frontaux et temporaux. Et deuxième type, les lésions diffuses ou les lésions d'étirement ou de cisaillement des axons et des vaisseaux. C'est ce qu'on appelle les lésions axonales diffuses. Pour les lésions secondaires, peuvent apparaître dès les premières minutes qui suivent le traumatisme crânien. Ils vont aggraver les lésions primaires et aboutissant au développement d'un œdème cérébral ainsi que des lésions d'ischémie. On décrit deux types d'œdème cérébral. Il y a l'œdème cérébral vasogénique après rupture de la barrière hémato-encéphalique et l'œdème cérébral cétogénique secondaire à la lyse de la cellule nerveuse. La physiopathologie du traumatisme crânien. Dans ce chapitre-là, on va traiter 3 points. Le premier point, c'est l'hypertension intracrânienne au cours d'un traumatisme crânien. Le deuxième point, c'est les conséquences circulatoires et métaboliques cérébrales. Et le troisième point, les conséquences systémiques d'un traumatisme crânien. D'abord, l'hypertension intracrânienne post-traumatique. Bien sûr, le crâne qui est une boîte osseuse fermée à l'intérieur de laquelle se trouvent 3 compartiments, le parenchyme cérébral, le LCR et le sang. Le volume total à l'intérieur de la boîte crânienne est constant selon la loi de Monro-Kelly, est égal au volume du système nerveux central plus le volume vasculaire plus le volume du liquide céphalorachidien. Ce volume-là, il est constant et il varie entre 1000 à 1500 millilitres. La pression intracrânienne à l'intérieur de la boîte crânienne dépend des variations de ces 3 volumes. Donc, toute augmentation de l'un de ces 3 volumes, c'est-à-dire du volume total, entraîne une augmentation de la pression intracrânienne. La pression de perfusion cérébrale, celle qui assure un apport suffisant en substrat énergétique pour le métabolisme du système nerveux de la cellule nerveuse, est définie par la différence entre la pression artérielle moyenne et la pression intracrânienne. Donc, toute augmentation de la pression intracrânienne entraîne des modifications de la pression de perfusion cérébrale. Au cours d'un traumatisme crânien, le risque essentiel est la survenue d'une hypertension intracrânienne incompatible avec une pression de perfusion cérébrale. Donc, cette hypertension intracrânienne au cours de ce traumatisme crânien est liée à l'apparition d'un néovolume. Ce néovolume est représenté par soit un hématome, soit une contusion, un œdème cérébral. Les caractéristiques de ce néovolume, qu'il est expansif au fil des heures, c'est-à-dire ce volume surajouté par exemple à un hématome, il augmente de volume au fur et à mesure. D'accord? Donc, et va entraîner une augmentation de la pression intracrânienne. Dans un premier temps, les mécanismes d'autorégulation de l'organisme vont maintenir constant ce volume
et donc maintenir constante cette pression intracrânienne. D'accord? Mais ces mécanismes avec le temps et l'augmentation de ce néovolume, ces mécanismes compensateurs d'autorégulation peuvent être débordés. Et à ce moment-là, va apparaître une hypertension intracrânienne. Cette relation entre néovolume surajouté et pression intracrânienne est expliquée par la courbe pression-volume de Langevin. La première phase, on a de compensation où les mécanismes d'autorégulation sont actifs. Deuxième phase de décompensation, là où il y a un dépassement ou bien les mécanismes d'autorégulation sont débordés. C'est pendant cette deuxième phase-là qu'apparaissent les complications mécaniques de l'hypertension intracrânienne, représentées par les engagements. Un engagement cérébral, par définition, c'est un déplacement du parenchyme qui se dirige des ondes de haute pression vers celles de basse pression. Donc, ce déplacement-là va entraîner des lésions ischémiques du tronc cérébral. Les déplacements vont comprimer le tronc cérébral et entraîner des lésions vasculaires ischémiques. On a 6 types d'engagement cérébral. Voilà. Deuxième point, dans la physiopathologie des traumatismes crâniens, on a les conséquences circulatoires et métaboliques cérébrales. Donc, à l'état physiologique, il existe normalement un couplage entre le métabolisme de la cellule nerveuse et le débit sanguin cérébral qui assure un apport suffisant en substrat énergétique, c'est-à-dire glucose et oxygène, pour le métabolisme de la cellule nerveuse. Donc, si le métabolisme augmente, le débit sanguin cérébral augmente. Et inversement. En cas de coma, si le couplage physiologique fonctionne toujours, donc on aura une diminution de la consommation en oxygène et par conséquent une diminution de débit sanguin cérébral. Au cours d'un traumatisme crânien cérébral grave, donc ce couplage physiologique est perturbé dans la moitié des cas, plus de la moitié des cas. Et on peut assister à deux situations, soit une diminution de la consommation d'oxygène, mais le débit sanguin cérébral ne diminue pas, donc c'est une situation d'hyperémie, ou le contraire, la consommation diminue et le débit sanguin cérébral diminue, donc c'est la situation de bas débit ischémique. D'où l'intérêt de la mesure continue chez un comateux, un traumatisé crânien grave, de la saturation en oxygène qui va nous renseigner sur le fonctionnement de ce couplage physiologique. Le troisième point dans le chapitre physiopathologie est les conséquences systémiques du traumatisme crânien. Au cours d'un traumatisme crânien, toutes les grandes fonctions de l'organisme peuvent être perturbées. Certaines perturbations ou modifications sont spécifiques, ne sont pas spécifiques et se rencontrent dans n'importe quelle situation d'agression, telles les modifications hormonales, immunitaires, digestives et métaboliques. Par contre, d'autres modifications témoignent de la souffrance cérébrale elle-même. Parmi celles-ci, on retrouve une HTA, une hypertension intra-artérielle, associée à l'élévation de la pression intracrânienne, c'est ce qu'on appelle le réflexe de Cushing, une hypoxie d'origine plurifactorielle, une coagulopathie de consommation et des troubles métaboliques et hydroélectrolytiques. Voilà un schéma qui va résumer les différents types d'agressions. Lors d'un traumatisme crânien, on a des agressions cérébrales soit d'origine centrale, soit d'origine secondaire systémique, des agressions cérébrales secondaires d'origine systémique,
Les deux vont aboutir à des lésions cérébrales secondaires, soit d'origine centrale, soit d'origine systémique, en association avec les lésions primaires et pour donner des lésions ischémiques cérébrales et qui vont aggraver le pronostic. Le chapitre suivant est la description des différentes lésions anatomopathologiques d'un traumatisme crânien. On commence par la première barrière de défense, la peau, ou ce qu'on appelle le cuir chevelu. Pour les lésions cutanées, les lésions du cuir chevelu sont multiples. On a du plus simple au plus compliqué, on a les dermabrasions, on a les contusions, on a des plaies simples linéaires, des plaies multiples déchiquetées, on peut avoir aussi des plaies avec une perte de substance, etc. Les lésions du cuir chevelu posent deux types de problèmes où il y a deux risques. Le premier risque est le risque hémorragique. Une plaie du cuir chevelu saigne beaucoup. D'où l'intérêt de suturer toute plaie ou réparer toute plaie du cuir chevelu avant tout transfert. Car une plaie qui saigne du cuir chevelu peut entraîner une spoliation sanguine importante, surtout chez les enfants. Le deuxième risque est le risque infectieux. Une plaie du cuir chevelu doit être bien nettoyée, bien soignée avant toute suture. Bien sûr, la suture du cuir chevelu n'est pas difficile. Elle se fait par un fil simple, gros calibre, par des points séparés en un seul point. Donc, mais elle doit être bien désinfectée, surtout lorsqu'il existe une effraction osseuse ou durale sous-jacente. Deuxième type de lésions anatomopathologiques, les lésions osseuses. Il y a les lésions osseuses de la voûte et de la base. Au niveau de la voûte, on a trois types de lésions osseuses. Il y a les fractures linéaires ou simples, uniques ou multiples. Une fracture osseuse est une solution de continuité osseuse. Voilà. Donc, cette fracture, elle peut être simple linéaire ou multiples, réalisant l'aspect en mosaïque ou en coquille d'œuf. Le diagnostic, bien sûr, se fait sur une radio simple, radio du crâne. Elle ne nécessite pas une prise en charge chirurgicale. Deuxième type de lésion osseuse, on a les embarrures. Une embarrure, par définition, c'est une fracture osseuse avec un décalage des rebords fracturaires. Soit un sous-décalage et on parle là d'une embarrure, un sus-décalage et on parle d'une exbarrure. Le diagnostic, il se fait sur une radio simple comme il se fait bien sûr confirmé sur une TDM cérébrale sans injection de produits de contraste sur les fenêtres osseuses. Là, elle nécessite une prise en charge chirurgicale, une intervention neurochirurgicale. Il faut désembarrer l'embarrure et aussi réparer s'il existe une lésion durale sous-jacente. Troisième type de lésion osseuse, on a les enfoncements. Les embarrures, c'est un décalage des rebords fracturaires. Pour l'enfoncement, c'est un détachement d'un troisième fragment qui est enfoncé à l'intérieur de la boîte crânienne. Là aussi, le diagnostic il est radiologique sur des radios simples et sur un TDM cérébral sans injection de produits de contraste sur les fenêtres osseuses et les fenêtres parenchymateuses à la recherche d'une lésion cérébrale, bien sûr. Ce type de lésion nécessite une prise en charge chirurgicale, c'est-à-dire une intervention neurochirurgicale, une réparation et à la recherche aussi d'une lésion durale. Bien sûr, s'il existe une lésion durale ou une plaie corticale, là on parle d'une plaie crânio-cérébrale. Pour les lésions osseuses de la base, les lésions osseuses de la base sont de trois groupes, ou bien classées en trois groupes, soit des lésions ou bien des fractures de la base isolées, soit des fractures de la voûte qui irradient vers la base, ou des fractures de massif facial qui irradient vers la base. Pour les fractures de la base, pose deux types de problèmes. Le premier problème est les fistules du LCR, dues à une déchirure de la dure nerf.
L'une des particularités de la base du crâne, au niveau de la base du crâne, la dure mère est très collée à l'os. Donc une fracture, elle peut entraîner une ouverture de la dure mère et donc elle met en communication l'endocrâne qui est une cavité septique avec d'autres cavités aériennes aseptiques telles le sinus frontal au niveau de l'étage antérieur ou bien le sinus phénoïdal et donc expose le système nerveux central à un risque infectieux. Ces fistules de LCR cliniquement se manifestent par un écoulement du LCR par le nez, ce qu'on appelle les rhinorrhées, s'il s'agit d'un traumatisme de l'étage antérieur, ou bien par l'oreille, le conduit auditif externe, s'il s'agit d'un traumatisme de l'étage moyen. Donc, le risque infectieux est très important. Ces fistules-là peuvent entraîner des méningites ou une méningite bactérienne ou bien des abcès du cerveau. La prise en charge, bien sûr, elle est médicale. C'est l'antibiothérapie à forte dose à dose méningée jusqu'à tarissement de l'écoulement. Ou bien si l'écoulement persiste, donc le passage au traitement chirurgical, il faut colmater la brèche. Et voilà, il faut colmater la brèche pour arrêter l'écoulement du LCR. Pour le deuxième risque est les atteintes des nerfs crâniens. Bien sûr, les nerfs crâniens qui passent par des orifices parsemés au niveau de la base du crâne, une fracture au niveau de la base du crâne peut entraîner une lésion d'un ou deux nerfs crâniens. Au niveau de l'étage antérieur, donc on peut trouver une anosmie par section des filets olfactifs. Au niveau de l'étage moyen, on a une paralysie du 7 ou du 8. La paralysie du 7, elle va donner une paralysie faciale ou bien une hypoacousie par atteinte du 8e paire des nerfs crâniens. Pour les lésions vasculaires sont rares, surtout les traumatismes très violents, par exemple une rupture de la carotide interne dans les fractures du rocher. Troisième type des lésions anatomopathologiques, c'est les lésions hémorragiques. Les hémorragies intracrâniennes sont de 4 types. Il y a les hématomes extraduraux, l'hématome sous-dural aigu ou chronique, l'hématome intracérébral et les hémorragies sous-arachnoïdiennes. D'abord, l'hématome extradural. C'est une urgence ou extrême urgence neurochirurgicale, heureusement rare, ne complique que 4% des traumatismes crâniens. L'hématome extradural, par définition, est une collection sanguine entre la table interne de l'os et la dure mère, l'espace extradural qui est physiologiquement normalement virtuel. L'origine de cette collection, soit artérielle, une lésion de l'artère méningée, soit veineuse, une veine méningée ou bien un sinus veineux, soit osseuse, un saignement osseux sous-fracturaire. On a dit que l'os spongieux qui existe entre la table interne et la table externe, il est richement vascularisé. Lors d'une fracture, donc un saignement de l'os spongieux peut donner une collection sanguine sous l'os. D'où l'intérêt de surveiller toute fracture osseuse. Certes, une fracture osseuse simple ne nécessite pas un traitement chirurgical, mais nécessite une surveillance stricte, car une fracture osseuse peut donner un hématome extradural. La clinique de l'hématome extradural, bien sûr, on a le tableau typique, le drame en 3 temps. D'abord une perte de connaissance, ensuite un intervalle libre, après une aggravation de la conscience, une aggravation secondaire. Ça, c'est le tableau typique, mais il y a d'autres tableaux cliniques. Le diagnostic, il est radiologique sur un scanner cérébral sans injection de produits de contraste, sur les coupes axiales, fenêtres parenchymateuses. On a l'image pathognomonique d'un hématome extradural, image intracrânienne extra-parenchymateuse en lentille biconvexe hyperdense, exerçant un effet de masse sur les structures sous-jacentes. Le traitement là, il est chirurgical. Le but est d'évacuer cette collection, décomprimer le parenchyme et assurer l'hémostase.
Le pronostic, il dépend de la rapidité de diagnostic et la rapidité de la prise en charge de cette lésion. Deuxième type d'hémorragie intracérébrale, l'hématome sous-dural aigu. L'hématome sous-dural aigu, c'est une collection sanguine entre la dure mère et l'arachnoïde au niveau de l'espace sous-dural. L'origine de ce saignement est veineuse. C'est une lésion d'une veine corticodurale. Souvent, c'est l'apanage d'un traumatisme crânien violent avec un œdème cérébral, même des foyers de contusion. Le pronostic est très réservé. Le traitement est, bien sûr, bien avant le traitement, le diagnostic, il se fait sur un scanner cérébral sans injection de produits de contraste. Une image intracrânienne extra-parenchymateuse en croissant, hyper dense, exerçant un effet de masse sur les structures sous-jacentes. Donc, le traitement, il est chirurgical, évacuer l'hématome sous-dural. Le pronostic est très réservé. On a dit qu'il y a un hématome sous-dural aigu et chronique. Pour l'hématome sous-dural chronique, il s'agit plutôt d'une complication tardive d'un traumatisme crânien. C'est l'apanage des sujets âgés. Souvent, c'est un sujet âgé qui consulte pour un trouble neurologique, par exemple des troubles de la conscience, par exemple des signes de focalisation, une monoplégie, une paraplégie, ou bien des troubles psychiques à type de démence sénile. Dans les antécédents, on trouve la notion d'un traumatisme crânien bénin qui passe souvent inaperçu. Il va vous dire dans l'interrogatoire, tiens, j'ai subi un traumatisme crânien, une chute ou bien autre, donc, et qui a passé inaperçu. Donc, radiologiquement, c'est sur un scanner, le diagnostic se fait sur un scanner cérébral, sans injection de produits de contraste, sur une coupe axiale, l'image en croissant de lune, hypodense. Pour le sous-dural aigu, c'est hyperdense, d'accord, qui exerce un effet de masse sur les structures sous-jacentes. Le traitement, il est chirurgical, qui consiste à l'évacuation de cette collection à travers d'un ou deux trous de trépan, en fonction de l'importance et le siège de cette collection. Troisième type d'hémorragie intracrânienne est l'hémorragie sous-arachnoïdienne post-traumatique. L'hémorragie méningée ou l'hémorragie sous-arachnoïdienne, c'est une éruption du sang dans les espaces sous-arachnoïdiens. Cliniquement, se manifeste par un syndrome méningé, fait de céphalées, les nausées, les vomissements, une raideur de la nuque, une photophobie, une phonophobie. Le diagnostic est radiologique sur un scanner cérébral. Donc, on trouve une hyperdensité des espaces sous-arachnoïdiens. Si cette hémorragie est très importante, on peut trouver un hématome intraparenchymateux avec une inondation des ventricules cérébraux. Le traitement, il est symptomatique. Chirurgical, on place une dérivation ventriculaire externe s'il existe une inondation intraventriculaire. L'intérêt de la dérivation ou de drainer les ventricules vers l'extérieur et pour éviter une obstruction des voies d'écoulement du liquide céphalorachidien et l'installation ultérieurement d'une hydrocéphalie. On passe au quatrième type de lésions anatomopathologiques, les lésions encéphaliques ou du parenchyme. Ces lésions-là, on peut trouver des lésions focales, des lésions diffuses. Pour les lésions focales, on a trois types de lésions. Il y a les contusions cérébrales, les attritions cérébrales et l'hématome intraparenchymateux. Sur l'image à gauche, sur une coupe axiale d'une TDM cérébrale, on a une contusion temporale gauche
Là, au milieu, il y a un foyer d'attrition cérébrale temporale gauche. Et la dernière photo, on a plusieurs foyers de contusion cérébrale. Pour les contusions, bien sûr, le traitement il est médical, pas de traitement chirurgical. Pour les lésions encéphaliques diffuses, on a les lésions axonales diffuses, donc secondaire à un attirement ou bien une élongation et section axonale lors des mouvements ou des phénomènes d'accélération, ou de rotation violente de la tête. Troisième type de lésion est le gonflement cérébral diffus, ce qu'on appelle l'œdème cérébral ou le brain swelling. Cliniquement, se manifeste par un syndrome d'hypertension intracrânien sévère avec sur un scanner cérébral sans injection de produits de contraste sur des coupes axiales. On a cette hyperdensité diffuse avec effacement du système ventriculaire, ce qu'on appelle un cerveau à petit ventricule ou ventricule fente. Et effacement des citernes de la base, c'est un signe de gravité. Le traitement, bien sûr, là, à ce stade-là, le traitement il est médical au niveau d'une structure de neuroréanimation, la sédation, l'intubation, la ventilation, avec l'enregistrement de la pression intracrânienne. Le traitement chirurgical est indiqué à chaque fois qu'il y a une hypertension intracrânienne qui est rebelle au traitement médical. Et là, c'est la chirurgie décompressive qui consiste à réaliser une décompression ostéodurale bilatérale, c'est-à-dire réaliser un volet osseux fronto-temporo-pariétal large de 10 cm sur 10 cm avec une ouverture de la dure-mère dans un but d'agrandir l'enceinte crânienne. Pour la prise en charge des traumatismes crâniens, un blessé ou un blessé qui présente un traumatisme crânien, c'est un polyblessé ou un polytrauma jusqu'à preuve du contraire. Et la prise en charge commence toujours sur le lieu de l'accident par des gestes simples de sauvetage. Au cours du transport, il faut toujours respecter les règles de ramassage et de transport. En milieu hospitalier, au niveau des urgences, bien sûr, après avoir conditionné le malade, on commence toujours par interroger le malade s'il est conscient ou bien de son entourage pour savoir l'heure de l'accident, les circonstances de l'accident, est-ce qu'il existe un intervalle libre sur la présence ou non d'une crise convulsive. On va interroger le malade ou son entourage. Est-ce que le malade il est taré? Est-ce qu'il a pris des médicaments, autre chose, l'alcool, etc. Bien sûr, on commence par un examen général complet pour évaluer l'état hémodynamique et respiratoire du malade, pour détecter une éventuelle urgence et prendre en charge une éventuelle urgence hémodynamique et respiratoire, rechercher différentes plaies pour la réparer et rechercher les lésions associées. Ensuite, on passe à l'examen neurologique. L'examen neurologique, on commence toujours par un examen de l'extrémité céphalique, à la recherche de plaies, à la recherche d'une déformation. Évaluer les fonctions supérieures, c'est-à-dire l'état de conscience, en utilisant l'échelle de Glasgow. Rechercher des signes de focalisation, par exemple une monoplégie, une hémiplégie, etc. Et un examen important dans l'examen neurologique est l'examen des pupilles. On examine les deux pupilles. Donc, on examine le diamètre des deux pupilles. Donc, on parle d'anisochorée lorsqu'il existe une inégalité de diamètre. On parle d'isochorée, c'est-à-dire le même diamètre. On parle de mydriase s'il y a une augmentation du diamètre de l'une ou des deux pupilles. Donc, on va tester aussi la réactivité à la lumière. On parle alors de réflexes photomoteurs, etc. Sachant que lors de l'examen
clinique générale ou bien l'examen neurologique, il faut toujours faire attention à ne pas trop mobiliser la tête car plutôt un traumatisme crânien est toujours associé à un traumatisme du rachis cervical jusqu'à preuve du contraire. Donc, il faut éviter toute manipulation de la tête jusqu'à prouver par des examens radiologiques l'absence de lésion du rachis cervical. Pour le score de Glasgow est constitué bien sûr de 3 réponses. On va tester 3 réponses, l'ouverture du yeux, la réponse verbale et la réponse motrice. Le score de Glasgow est coté sur 15 points. 15 sur 15, c'est un patient qui est conscient. Le mauvais score, c'est 3 sur 15, c'est un patient comateux mort en mort cérébrale. La première réponse, c'est l'ouverture des yeux est cotée sur 4. La troisième, la réponse verbale sur 5. Et la dernière, la réponse motrice sur 6. Pour que à la fin, on peut classer le traumatisé crânien en 3 classes. Donc, un traumatisme crânien bénin ou d'allure bénigne, c'est un blessé qui est scoré entre 13 et 15. On peut dire un traumatisme crânien bénin comme on peut dire un traumatisme crânien d'allure bénigne. Pourquoi d'allure bénigne? Parce que un blessé il peut être conscient, scoré 15 sur 15, mais présente par exemple une embarrure qui nécessite une prise en charge neurochirurgicale, raison pour laquelle on dit un traumatisme crânien d'allure bénigne. Deuxième classe, les traumatismes crâniens modérés. C'est des blessés scorés entre 8 et 13 sur l'échelle de Glasgow. Et pour les traumatismes crâniens graves, c'est des blessés qui ont un score de Glasgow inférieur à 8. Quels sont les examens paracliniques qu'on peut demander chez un traumatisé crânien? On commence toujours par le plus simple, c'est les radios standards. Les radios standards, c'est-à-dire une radio simple, crâne, face plus profil, sans oublier une radio du rachis cervical, à la recherche d'une lésion osseuse. Deuxième examen, chef de file, c'est le scanner cérébral sans injection de produits de contraste, à la recherche bien sûr des lésions osseuses, des lésions parenchymateuses et à la recherche des lésions hémorragiques. Mais il faut se méfier des scanners précoces qui sont réalisés avant la 6e heure, c'est-à-dire 6e heure après le traumatisme, sachant qu'un tiers des scanners cérébraux normaux sont anormaux après la 6e heure. C'est-à-dire, il ne faut pas demander précocement un scanner cérébral. Il faut toujours, ça c'est pour les patients conscients, il faut toujours garder le patient en surveillance pendant 6 heures après on réalise un scanner. C'est le temps pour l'installation des lésions anatomopathologiques. Sinon, pour un traumatisme crânien grave ou bien comateux d'emblée, on demande d'emblée, on n'attend pas l'intervalle des 6 heures, mais on demande un scanner cérébral en urgence. Bien sûr, il faut toujours compléter un scanner cérébral par un balayage du rachis cervical à la recherche des lésions du rachis cervical, car un traumatisme crânien est toujours associé à un traumatisme du rachis cervical jusqu'à preuve du contraire. Pour l'IRM cérébral, trouve son intérêt surtout à la recherche des lésions axonales diffuses. C'est des malades comateux qu'on réalise chez eux un scanner cérébral et qui revient normal et qui ont subi un traumatisme crânien violent. Donc, c'est à l'IRM qu'on peut diagnostiquer les lésions axonales diffuses. Concernant les examens neurophysiologiques, le EG, le MG et le potentiel évoqué, donc trouvent leur intérêt surtout dans la surveillance, l'évaluation la surveillance et l'évaluation des malades comateux et aussi dans le suivi ultérieur des traumatisés crâniens. Voilà un arbre décisionnel ou bien un algorithme qui résume la prise en charge
d'un traumatisé crânien en fonction de son score. On a un traumatisé crânien, il peut être soit bénin, soit modéré ou bien grave. Au niveau des urgences, la demande de l'imagerie, bien sûr, elle dépend du score du malade. Pour les traumatisés crâniens, généralement, c'est la surveillance, c'est l'imagerie normale. Sinon, on va libérer le malade et il continue la surveillance à domicile avec les consignes de surveillance, bien sûr. Pour les traumatismes crâniens modérés, après les résultats de l'imagerie, c'est l'imagerie normale, c'est le retour à domicile avec des consignes de surveillance, c'est-à-dire on va dire au patient s'il y a eu des troubles de la conscience, des vomissements plus de 3 fois, exagération de céphalie, donc qu'il revient aux urgences. Si l'imagerie montre ou bien mis en évidence une lésion neurochirurgicale, donc on va orienter le patient vers un service neurochirurgical pour éventuelle intervention neurochirurgicale. Et si le patient, après la surveillance, dégrade le score, on va redemander un autre scanner. S'il y a apparition des lésions neurochirurgicales, c'est l'orientation vers le service de neurochirurgie. Sinon, c'est l'orientation vers un service de soins intensifs. Pour les traumatisés crâniens graves, coma d'emblée, donc on va demander un scanner cérébral d'emblée sans injection de produits de contraste. L'hospitalisation se fait en service de réanimation, sauf si le patient présente sur l'imagerie une lésion neurochirurgicale qui nécessite une intervention au niveau d'un service de neurochirurgie. Bien sûr, un scanner cérébral chez les malades graves ou comateux d'emblée est demandé en urgence d'emblée. Et bien sûr, la demande est renouvelée à chaque fois qu'il y a modification du tableau neurologique. Et pour terminer, on va citer les séquelles d'un traumatisme crânien. En première position, on a le syndrome subjectif. Le syndrome subjectif, c'est des plaintes présentées par le patient dans les suites d'un traumatisme crânien. C'est des sujets qui consultent pour des céphalées, des vertiges, des nausées, et dans les antécédents, après un interrogatoire avec ces malades, on trouve la notion d'un traumatisme crânien. Généralement, c'est des plaintes subjectives et qui nécessitent un traitement symptomatique médical simple. Deuxième séquelle est l'épilepsie ou les crises d'épilepsie. Souvent, des traumatisés crâniens qui présentent des contusions cérébrales présentent des crises d'épilepsie ou la persistance des crises d'épilepsie dans les suites de traumatismes crâniens. Généralement, ces patients sont pris en charge par nos confrères, les neurologues, et par un traitement médical. Troisième type de séquelles est les séquelles infectieuses ou les complications infectieuses, à type de méningite ou bien de collection purulente, c'est-à-dire abcès ou empyème. Pour les méningites, différents types, virales ou bactériennes, donc ils nécessitent un traitement médical. Pour les abcès et les empyèmes, nécessitent un traitement neurochirurgical. Pour les abcès, c'est une collection purulente qui se développe à l'intérieur du parenchyme cérébral et qui nécessite une ponction de drainage chirurgical. L'empyème, non, c'est comme le sous-dural, c'est une collection purulente dont l'espace sous-dural, là aussi, nécessite un traitement chirurgical. Quatrième séquelle, l'hématome sous-dural, on a parlé chronique, on a parlé déjà de cette collection, c'est une collection liquidienne ou xanthochromique dans l'espace sous-dural et qui nécessite une évacuation chirurgicale. Cinquième séquelle, les hydrocéphalies. Hydrocéphalie est une dilatation du système ventriculaire secondaire, un blocage de la circulation du liquide céphalo-rachidien. C'est une complication qu'on trouve souvent ou bien chez les traumatisés crâniens qui ont présenté une hémorragie intraventriculaire.
donc par des phénomènes de fibrose et des phénomènes inflammatoires. Il y a un blocage ou bien une fermeture des voies d'écoulement normales, physiologiques du liquide céphalorachidien et donc un blocage de la circulation et une dilatation substentorielle qui nécessite un drainage interne pour lutter contre la schizée. En conclusion, il s'agit d'une affection fréquente et grave du système nerveux central, donc qui nécessite une prise en charge initiale primordiale pour le pronostic ultérieur. L'intérêt important d'une TDM cérébrale sans injection de produits de contraste pour le diagnostic des lésions cérébrales ainsi pour le suivi du malade. La prise en charge de cette affection est multidisciplinaire et les séquelles sont fréquentes et parfois lourdes. Merci pour votre attention.